Bonjour Mitch, bonne année. Merci, toi aussi. Ça s'est bien passé jusque-là? Ouais, on a survécu pendant le premier mois, on verra ce qui se passe pour le deuxième. Demain, au Canada, on se prend les 25% de la trompe en termes de droits de douane, donc on verra ce que ça va donner sur le plan économique, mort de rire. Oh. Ouais, On a rien joué. Après, d'un point de vue géopolitique, de toute façon, le Canada se fera bouffer un jour ou l'autre par les États-Unis. C'est comme Ouais, bah, ça qu'agissent les empires, ils finissent par bouffer les voisins. Donc, il faut. ouais, on verra, mais là, dans l'immédiat, là, c'est pas ça qui va être le plus Mais gênant. bon, visiblement, les Canadiens n'ont pas absolument envie de défendre leur pays, puisqu'ils sont eux-mêmes contre le port d'armes, donc ça veut bien dire qu'ils ne sont pas particulièrement envie Très bonne de. remarque. Enfin bon, ça concerne plus la classe politique et c'est d'ailleurs ce dont on va Enfin, reparler aujourd'hui. j'ai pas vu les Américains, les Canadiens, pardon, descendre en masse dans la rue pour dire non, non, mais oh, faut qu'on se défende, les États-Unis arrivent, laissez-nous nous armer. Tu vois, c'est à Non, c'est vrai part. qu'on n'a pas vu ça. On a surtout eu des petits ululements de politiciens ou de journalistes qui disent non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'annexer le Canada? On ne peut pas dire des choses pareilles. Alors, Moi, je serais alors très déjà, content, hein. alors du coup, parce que c'est curieux qu'ils disent qu'on puisse pas les dire parce que moi je connais quelqu'un qui l'a dit. Et puis en plus, les États-Unis ont déjà essayé quand même. Donc, Ouais, au 19e siècle, ils ont déjà fait des ouais, petites donc tentatives. Ouais. c'est faux. Pourquoi ils s'arrêteraient, quoi? Donc, je sais pas exactement ce qui leur fait croire qu'ils sont à l'abri, mais ils ne le sont pas, tout simplement. Surtout qu'il n'y a personne, vraiment personne autour pour venir, entre guillemets, aider au cas où. De toute façon, moi, je pense qu'on va leur Ah, mais filer si, les clés. mais si, mais Et t'as pas puis vu. voilà, quoi. Il y a l'Union européenne qui dit ouais, on va envoyer des troupes pour protéger le Groenland. Tu sais, Ouais, ouais. on J'ai sera à vu que. côté après. Non, mais c'est Oui, plus sympa, c'est comme ça les Américains font qu'un voyage, tu vois. ouais, ouais, Macron a dit qu'il allait envoyer des soldats au Groenland pour défendre le truc et tout, mort de rire. En termes d'armes à feu, justement, c'est un bon sujet. Tu es toujours président de l'ARPAC. Oui, oui, malheureusement, personne ne veut me remplacer. Quand tu as envie de te débarrasser du rôle. En fait, j'aimerais bien que d'autres mouillent la chemise. Après, il y en a d'autres qui mouillent la chemise, hein. Ils n'ont pas forcément envie d'être président, mais bon, par exemple, tu vois, je sais que moi, si j'essaye de trouver un boulot en tant qu'employé, c'est mort, quoi, tu vois, par exemple. Ok. C'est, je vais me faire griller un petit peu partout parce que personne n'a envie d'embaucher un mec pro-arme qui fait du militantisme, en fait, dans une boîte. Donc, tu vois, je suis un petit peu. Faut être franc, ça a des conséquences quand même socialement pour moi. Bon, après, je le vis, hein, mais c'est aussi parce que je veux pas non plus que l'ARPAC ce soit moi, tu vois. Ouais, je comprends. Ça Parce doit que pas tu es être président, puis en personnalisé. même temps, tu es l'image de marque. On te voit souvent Voilà. dans les vidéos. On a l'impression que c'est ton business quelque part. Alors que c'est pas du tout le cas en plus, hein. Déjà d'une, je ne gagne pas d'argent avec l'ARPAC, plutôt j'en perds d'ailleurs. Euh, mais c'est moi j'ai envie que ce soit un mouvement populaire, si tu préfères. Ouais, je comprends. Je verrais, enfin, personnellement, je préférerais que ce soit quelque chose un peu comme les Gilets jaunes où il n'y avait pas justement de chef. Tu vois. Parce que c'est pas quelque chose, c'est justement l'absence de recherche de chef que de vouloir le port d'armes. Donc, il y a D'ailleurs, des. si tu pouvais, pour les auditeurs qui n'auraient peut-être pas le bonheur de connaître l'association, nous la représenter encore une fois en quelques phrases. L'ARPAC, donc c'est l'association pour le rétablissement du port d'armes citoyen, qui cherche à donc rétablir ce droit de port d'armes qui n'existe plus depuis 1939 en France. Et donc le projet qui est recherché, c'est un port d'armes qui est quand même très réglementé. On ne va pas du tout aussi loin que le deuxième amendement. Ce qu'on propose, c'est grosso modo ce qui se fait en République tchèque actuellement, c'est-à-dire un port d'armes très contrôlé, un port d'armes très étatique. Ça va beaucoup plaire à Laurent. Euh, mais alors, voilà, qui n'est pas forcément ce que moi je recherche, mais c'est le seul projet sur lequel on arrive à fédérer du monde. Donc, faute de griffe, on mange des merles. Euh, le, le projet demandé par l'ARPAC, c'est de légaliser le port d'armes pour les citoyens français de plein droit, donc majeurs, citoyens,
pourrait également penser aux ressortissants de l'Union européenne. C'est un Italien habitant en France, par exemple. Bon, il n'y a pas vraiment de raison de refuser son droit de port d'armes s'il a les autres conditions qui sont donc un casier vierge, un permis théorique, un permis pratique. Il y a également un examen médical et psychiatrique. Et ce qui me plaît vraiment le moins de tout, c'est la fameuse enquête de moralité, qui est en fait, ça sort pas d'un chapeau en fait. C'est-à-dire que c'est déjà obligatoire actuellement pour obtenir une détention d'armes. Donc après, bon, elle est attaquable en justice, hein, cette enquête de moralité, mais bon, c'est un frein évidemment. Et oui, on sait comment ça se passe. Mais disons que c'est un projet, on voudrait intégrer le port d'armes. Notre but, c'est pas de faire une révolution, c'est d'intégrer le port d'armes dans la société actuelle pour que les Français se réapproprient déjà cette idée, le confort psychologique vis-à-vis des armes. Chose qu'on avait avant, en fait. À l'époque, les Français étaient armés jusqu'aux dents, ils sortaient dans la campagne, ils avaient un fusil, tout le monde s'en foutait, comme dans le 40. Ça n'avait absolument aucun intérêt, on achetait des armes un peu partout. Le seul truc qu'on demandait, c'était de payer. Et tout se passait très bien. Donc ça a été aboli, en fait, par Daladier, parce qu'il avait peur qu'on ne se mobilise pas en fait pour aller se battre contre les Allemands. De toute façon, on voit à quoi ça a servi la mobilisation. Les soldats avaient envie de se battre, et ils ont été trahis par les politiques qui leur ont piqué leurs armes avant de peur qu'ils ne se mobilisent pas. C'est à peu près le foutage de gueule. Et puis, en fait, on a augmenté la répression contre les armes par suivisme vis-à-vis des démocrates américains, hein, puisque les politiques français, en fait, rêvent d'être les démocrates américains. C'est-à-dire ceux qui peuvent donner des leçons au monde entier. Donc, c'est leur modèle, en fait. Mm-hmm. Ils se frottent avec des images d'Obama tous les soirs. Arrête, tu me donnes chaud, là. Mais, excuse-moi. Mais, donc, c'est pour ça hein, qu'ils le font. Et puis l'autre raison, je veux dire, dans les esprits un petit peu plus machiavéliques, chez les Attali, etc., hein, chez nos vrais seigneurs, c'est tout simplement pour mater le peuple et pour le taxer. À la fin, c'est ça, leur but, c'est de taxer. Donc, évidemment, c'est beaucoup plus facile de taxer un peuple désarmé. Donc, en adhérant à l'ARPAC, les membres... comme l'année dernière, je suppose, vont peut-être bénéficier de certains supports de lecture ou de vidéos. Aussi quelques conférences, ou est-ce qu'il y a d'autres activités? Parce que je t'ai vu beaucoup publier ces derniers temps sur Twitter ou sur X, pardon. Ouais. Est-ce qu'il se passe quelque chose? C'est ça qui m'a un peu levé le sourcil. J'ai eu un petit peu moins de... J'ai eu un petit peu plus de... C'est-à-dire qu'à des moments, en fait, quand j'ai endormi le gamin, c'est-à-dire que je suis un petit peu bloqué, je suis coincé, quoi. Je peux faire que ça. Donc, je fais ça. D'accord. J'ai un gamin sur mes genoux qui dort, que j'ai enfin réussi à l'endormir, je me permets de tweeter. Okay. Mais après, bon, c'est aussi une question de motivation, hein, tout simplement. Il faut être très franc, adhérer à l'ARPAC, c'est un engagement, c'est pas, on n'a pas grand-chose à vendre si c'est le fait que vous en faites partie, et maintenant on peut se targuer d'avoir des membres qui ont vraiment signifié leur engagement, et c'est vraiment, c'est un don, quoi, hein, faut pas, c'est un don à la cause, hein, c'est pas un produit, il n'y a pas de bénéfice personnel à essayer de... Vous faites ça pour faire évoluer le droit, quoi. C'est comme une adhésion à un parti politique, je dirais. Vous ne gagnerez rien à adhérer à un parti politique, si ce n'est la satisfaction de faire avancer les idées de ce parti. Donc vous défendez à l'ARPAC les armes à feu. Maintenant, je te propose un petit tour dans le fait divers de la semaine. Allez. Avec les attaques au couteau, puisque c'est la nouvelle mode. Donc, on a le regret d'avoir encore eu un fait divers dégueulasse à Paris où un jeune s'est fait poignarder. Porte de Châtillon, ouais. Voilà, donc la réaction de la mairie, ça a été de sortir un hashtag
et une petite plaquette de décoration. Je sais pas quel. Ah, on voit pas très bien le slogan. Tiens, je vais essayer de l'afficher autrement. Non, pas comme ça. Non, mais. Porter un couteau, c'est se mettre en danger, pas se protéger. Voilà ce que disent. Alors, moi, j'ai déjà eu le contraire, personnellement. Hein. À l'âge de 16 ans, clairement, je me suis fait agresser par une bande et ils étaient. Enfin, voilà, quoi. Quand je leur ai sorti une lame, ils se sont arrêtés, quoi. Personne n'a envie d'être le premier sur une lame, en fait. C'est-à-dire qu'ils auraient gagné, mais ils savaient bien que le premier, il avait de très très fortes chances de s'en prendre une, mais personne n'a envie d'être le premier, quoi. Donc, bah, alors moi, personnellement, j'ai vécu une expérience où me défendre en menaçant avec un couteau m'a aidé. Après, c'est pas pour autant que je le conseille, mais enfin, ce qui est assez marrant, c'est que tu vois, c'est toujours ce double discours, c'est-à-dire que la victime, porter une arme, ça vous met en danger en tant que victime. Par contre, les agresseurs, eux, ça les rend encore plus dangereux. Mais comment une arme peut augmenter ton potentiel dans un cas et le réduire dans l'autre? Bah, c'est parce que c'est un polylogisme. Donc si je lis un peu le petit texte de cette plaquette de la mairie de Paris, il y a un paragraphe qui s'appelle « Nos recommandations ». Et il est écrit en dessous « Un couteau ne protège pas, il peut exposer au pire. En le portant, on risque sa vie et celle des autres. » Non, mais alors, non, mais reconnaissons qu'effectivement, si vous avez l'habileté de Anne Hidalgo, qui n'a jamais rien fait de ses 10 doigts, qui a été à l'inspection du travail, parce qu'elle ne peut pas le faire, tu vois, elle ne peut que l'inspecter. Ouais. Elle a été à l'inspection du travail, donc sur fonds publics, et ensuite elle a passé sa vie effectivement à vivre du pognon des autres. Elle n'a jamais rien produit de sa vie autre que du bullshit, où là, effectivement, elle fait du terrorisme. Bah, oui, effectivement, elle peut que se faire mal avec un couteau, si tu préfères. Elle ne sait rien faire de ses 10 doigts, donc oui, elle se met en danger, oui, mais tout met en danger Anne Hidalgo. Mais oui, sortir de son lit, déjà, c'est dangereux, quoi. On peut se tordre la cheville, après on peut tomber dans l'escalier, on peut se faire renverser par une voiture. Mais vivre est dangereux, hein. Parce qu'à la fin, ça finit mal. Hein. Ça finit en général très mal, ouais. La vie est une maladie mortelle sexuellement transmissible, donc il faut, voilà, ne faites pas d'enfants, vous allez les tuer, quoi. Mais c'est bon, ça participe en fait de ce côté. Tu sais, les Français envisagent tout, en tout et pour tout. Leur vision politique est en général, c'est fondé sur le modèle école primaire. C'est-à-dire, c'est dangereux, donc on va l'interdire. Il y en a un qui s'est fait mal avec les ciseaux, donc maintenant vous n'utilisez plus les ciseaux. Attends, je vais te raconter une anecdote. De la punition généralisée, tu vois. Mais pire que ça, je vais te raconter une petite anecdote. De l'école primaire, en fait. Une anecdote qui n'est même pas du niveau de l'école primaire, je ne saurais pas comment la qualifier. Donc, moi, j'habite au Québec. Et il y a quelques années, un pilote d'avion de ma connaissance faisait la liaison Québec urbain avec les territoires du Nord qui sont des villages inuits ou des trucs comme ça, qui sont d'ailleurs des endroits parfaitement artificiels implantés par l'État. Hein. C'est pas d'anciennes communautés qui seraient encore là-bas. C'est vraiment, bref, ça c'est un détail. Il y a eu un problème dans un de ces villages. C'est un dollar canadien, mais c'est un détail quand même, ouais. Pardon ? Le fait que ce soit en gros, c'est des espèces de HLM qui l'ont construit dans le Nord. Ouais, c'est ça, ouais. C'est un détail, il y a plusieurs millions de dollars canadiens, mais c'est un détail quand même, quoi. C'est ça. Ouais. Non, mais c'est pour manifester la présence de l'État dans ces endroits, pour montrer que ça existe et puis qu'ils s'en occupent. Bref. Et là-bas, les gens sont relativement désœuvrés, il y a beaucoup d'alcoolisme et des problèmes comme ça. Et donc, ce pilote me raconte qu'un jour, il arrive là-bas, parce qu'il s'occupait du ravitaillement d'un de ces villages, donc il amenait des vivres et des trucs, et des passagers. Et là, il s'aperçoit que autour du village, il y a beaucoup moins d'arbres que d'habitude. En fait, il n'y en a plus du tout dans un rayon d'1 ou 2 kilomètres, quoi. Et bah donc, ils avaient besoin de bois, ils ont coupé du bois, quoi.
Non, non, non. Alors là, tu peux pas imaginer la raison, et c'est pour ça que ça va faire le lien avec ta remarque sur l'école primaire, c'est qu'il y a des jeunes, je crois que c'était un jeune ou deux, qui se sont suicidés en se pendant à un arbre. Et donc la mairie a dit, bon, bah, puisque c'est comme ça, on va couper les arbres, quoi. Non. Tu Non, mais vois, t'es sûr que c'est pas, t'es sûr que c'est pas une légende urbaine. T'es sur ton coup non, là. non, non, c'est un témoignage C'est gros direct. là quand même. C'est très gros, c'est très gros. Mais même si c'est pas vrai, il y a des, je pense vraiment que c'est vrai parce que la personne nous l'a raconté. Ça me rappelle que tu sais qu'un argument que me sortent les anti-armes, je vais essayer de pas être vulgaire, c'est oui, mais t'as vu, ça fait augmenter les suicides. Alors je leur dis, mais alors on interdit les cordes aussi. Ouais, et le gaz, Et les trains. les trains. Et puis les immeubles de plus d'un étage aussi. Puis il faut fermer le métro, hein. Ouais, enfin, évidemment que le jour où je me suicide, je prends un flingue si j'en ai un. C'est évident, c'est évident. C'est ce qu'il y a. Et puis tu prends un gros calibre, hein. Tu te mets pas un coup de 22 parce que c'est un truc à finir en chaise dans une vie encore plus misérable et à pas pouvoir se finir justement. Tu prends un gros calibre pour être sûr de pas te rater. Mais je veux dire, je comprends que des gens préfèrent se tirer une balle dans la tête que de sauter depuis en haut d'un immeuble, hein. Tu meurs dans ton bureau, chez toi, tu vois, j'en sais rien. Bon. Mais De toute façon, des façons le de mec se qui a faire du envie mal, de il y en se a plein. suicider, il a pas. Enfin, je veux dire, comme si les gens pensent que c'est facile de mettre un flingue sur la tempe et d'appuyer sur la détente. Quand tu sais que l'arme est chargée, il doit falloir quand même. Bah, tu sais, quoi. Enfin, je veux dire, tu es conscient de ce que tu fais. Donc, enfin, Oui, en tout cas, les problèmes que peuvent causer différents objets, dont les armes, ne peuvent de toute façon pas être une justification pour qu'une tierce partie t'interdise d'en prendre possession et de t'en servir. problème. Après, si tu commets un crime avec, c'est notre histoire, mais c'est pas l'arme qui commet le crime, c'est l'être Alors, humain. voilà, et puis alors tu sais, ils me disent, ouais, mais alors tu es pour autoriser toutes les armes? Alors, bah, moi personnellement, oui. Ils disent, ouais, mais même les bombes atomiques. Je dis, Ah oui, arrêtez de me parler de toute façon. Mais combien de personnes peuvent se payer une bombe atomique dans le monde de toute façon? Et pour en faire quoi? Je veux dire, c'est ah, mais attends. à part Si la- justement à l'échelle d'un État, personne n'a intérêt à réel. Je suis sûr, c'est le. Non, mais si on libéralisait le marché des bombes atomiques, on aurait soudain des produits beaucoup plus accessibles et d'une meilleure qualité, un rapport qualité-prix qui vraiment qui augmente de façon magnifique. Et là, on pourra peut-être avoir enfin des armes récréatives individuelles pour dissuader éventuellement les voisins. Mais bon, là, je plaisante à moitié seulement, hein. Bah, tu sais, en fait le problème de l'arme atomique, c'est que tu connais comment il s'appelle le mec qui a écrit les Annales du Disque Monde, là, et H2G2, cet écrivain américain, je ne me souviens plus. Enfin bref, il a un de ses personnages qui est justement le héros, je crois, des Annales du Disque Monde. C'est un mage qui a étudié toute sa vie pour apprendre le sortilège ultime, c'est destruction de l'univers. Ok. Bah, super. Donc, bah, ok, il l'a, le sort. Il est très puissant. Mais, si tu détruis l'univers. Le gain est quand même mitigé après. Voilà, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as à y gagner? Le problème, c'est que toute personne susceptible d'acquérir une bombe atomique, enfin, il n'y a pas tant de personnes que ça qui ont réellement envie de détruire le monde entier, tu vois. D'ailleurs, quand tu vois les psychopathes qui ont eu la bombe atomique, quand tu vois Léonid Brejnev, Mao Tse-tung, Xi Jinping, qui a la bombe atomique, comment? Truman. Harry Truman, oui, bon, effectivement, lui, il n'a pas fait que la posséder dans un voilà, garage. Lui, non, mais c'est un petit. Mais comment il s'appelle? Enfin, je veux dire, tu as quand même les dirigeants du Pakistan pour l'arme atomique. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Donc, et même eux, ils ne les utilisent pas, quoi. Donc, les mecs me disent, ouais, t'imagines si la racaille du coin est une bombe atomique? La racaille du coin n'arrivera pas à acheter une bombe atomique. La racaille du coin, elle a du fric pour maximum 2 semaines. D'accord? Les personnes qui arrivent à se projeter suffisamment dans l'avenir pour accumuler du capital et accumuler de l'argent ne sont pas des gens
qui ont envie de détruire le monde. Parce que justement, pour acquérir cette richesse, ils ont dû se projeter dans l'avenir. Donc c'est antinomique. Ou alors, il faut tomber sur un héritier complètement décadent, etc., qui d'un coup se trouve... Mais de toute façon, ce genre de questions, c'est toujours des scénarios du pire. Et puis, Comme les scénarios de radeau de survie qu'on présente aux libertariens, tu sais, pour expliquer qu'on ne peut pas vivre d'une façon décentralisée. Mais ça fait complètement abstraction du fait que... Et que l'État ne change rien là-dedans. Pardon ? L'État n'améliore pas les choses. Non, mais surtout, c'est pas parce que c'est des personnes qui posséderaient une arme atomique qu'elles sont moins dangereuses ou qu'elles sont plus susceptibles d'être utilisées. Les États ne sont pas plus gentils que les personnes privées. Ils sont pas conscients, ils sont pas. Ça reste des. Et en plus, les personnes qui ont l'arme atomique sont en général des autocrates. C'est pas, il y a pas de. Ce sont des personnes qui sont justement en charge de l'exécutif et qui justement se comportent avec l'État comme si c'était leur petite propriété privée. Donc, mais ce que je voulais dire, c'est que même dans le cas où on arriverait à une société libre, où effectivement il n'y aurait plus d'État pour interdire la vente d'armes atomiques récréatives, il n'en reste pas moins qu'on reste dans une société avec une certaine dynamique économique où les marchands n'auraient pas intérêt de salir leur propre réputation en vendant ça n'importe comment à n'importe qui, sans vérification. Enfin, il y aurait tout un système entre les assureurs, les marchands, la société. Il y aurait une pression énorme sur ces trucs-là. Exactement. Donc, c'est pas vrai que n'importe qui pourrait acheter n'importe quoi, n'importe quand. D'ailleurs, il y a un truc, c'est que paradoxalement, en anarchapie, les mecs me disent ouais, mais tous ces gens armés, attention, en anarchapie, c'est paradoxalement, ça risque d'être plus compliqué de porter une arme que dans pas mal d'endroits, parce que tu es sur ta route privée, le mec, je suis pas sûr qu'il a envie que tu portes une arme sur sa route privée. Et voilà. Tu vois, donc il faut, à partir du moment où, parce que il n'y a pas d'espace public réellement. Alors, si tu lis Hoppe, il peut y avoir des espaces plus ou moins publics, c'est-à-dire c'est des espaces qui ne sont pas vraiment appropriés. Par exemple, le milieu de l'océan. Concrètement, tu navigues avec ton bateau au milieu de l'océan, bon, tu nages dans la mer, elle n'est pas privée, quoi. Elle pourrait. Elle pourrait, mais enfin, faut arriver à justifier d'en conserver la propriété. Que tu privatises un bras de mer entre, tu vois, par exemple, celui qui se trouve entre l'Estonie et la Finlande, etc., que ça, ce soit des espaces appropriés, oui. Le mec qui prétend s'approprier l'océan Atlantique, va falloir qu'il m'explique d'où il tient son titre de propriété de ce truc. Mais non, là, par contre, on peut quand même faire quelque chose, parce que quelqu'un qui aurait planté 4 stations qui délimitent un périmètre. Ouais, d'accord. Dans lequel il va pêcher ou extraire des minéraux ou, je sais pas, faire mettre des éoliennes, eh ben, c'est comme un champ, que ce soit liquide. Non, mais je veux bien, mais déjà, amuse-toi à mettre tes piquets quand tu as 5000 mètres de fond, etc. Non, c'est clair. Mais n'empêche que c'est pas complètement inenvisageable. Non, mais d'ailleurs, c'est déjà le cas. Hein. Il y a déjà des piscicultures, par exemple, qui sont tout à fait privées et ces personnes-là, alors ils n'ont pas une propriété privée, mais enfin, ils ont une concession qui est quand même qui s'y apparente, quoi. C'est un bail amphithéotique, c'est une propriété privée qui ne dit pas son nom, au rabais, on va dire, mais à la fin, c'est utilisé comme tel. Revenons quand même aux armes, puisque c'est le sujet qui m'intéresse de discuter avec toi. Est-ce que quelque chose aurait changé récemment en France ou en Europe au niveau de la législation, dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Alors, il y a la copine de Musk en Allemagne, Frau Alice Weidel. Ja! Ah, je ne connais pas celle-là. Frau Alice Weidel, c'est la Nummer 1 de l'AfD. Donc, c'est une copine de Musk, en fait. Hein, c'est l'AfD, donc, qui est ce qu'on appelle l'extrême droite. Bon, pour moi, il n'y a pas de genre de... Pour moi, il ne peut pas y avoir d'extrême droite parce qu'il n'y a pas de droite, en fait. En Europe, en tout cas. Si, il y a le Parti libertarien. Eux, je les considère comme pas socialistes, en tout cas. Ouais, ok. Parlons des armes. Mais
on va dire tellement moins que les autres que ça peut faire une différence, mais les autres. Et Mm. donc elle a effectivement, elle veut, on va dire, au moins simplifier déjà la détention. Parce que ce qui s'est passé, c'est que le régime allemand actuellement, tu as le droit de détenir des armes à titre sportif. Et en fait, ils se sont aperçus que, comme un petit peu partout, les personnes qui possèdent des armes à titre sportif sont en général des personnes plutôt conservatrices. C'est pas le bobo du coin qui fait de l'agriculture bio, etc. Non, lui, il est contre. Lui, il est contre parce que les gentils animaux, tout ça. Et donc, ce sont des chasseurs qui possèdent ça, ce sont des personnes qui ont un style de vie plus individuel et ce sont des personnes qui sont plus en général traditionnelles dans leurs mœurs. Et ces personnes-là ont beaucoup plus tendance à émarger à l'AfD qu'au SPD. C'est le Parti socialiste officiel. Mm. Ils sont tous socialistes, mais celui-là, il l'est officiellement. Et donc, le SPD est allé... Enfin bon, il y a un certain pouvoir discrétionnaire en Allemagne pour supprimer les détentions d'armes. Et donc, ils ont littéralement désarmé les tireurs qui avaient des détentions. Et le prétexte invoqué, c'est parce qu'ils appartenaient à l'AfD. C'est-à-dire qu'on est réellement sur du désarmement pour orientation politique. Alors tu vas me dire, toi qui vis au Canada et qui sais que, par exemple, on a bloqué le compte des mecs qui avaient des tracteurs, tu sais, etc. Bon, j'imagine que toi, ça te surprend un petit peu moins, puisque tu le vois déjà dans ton pays. Mais quand même, dans un pays qui se fait, tu sais, qui est en train de s'excuser en permanence d'avoir été nazi, de faire du désarmement sur appartenance à un parti politique, tu vois, littéralement de la persécution politique, de la discrimination d'État pour opinion politique. C'est, comme disait Nietzsche, à trop combattre le dragon, on devient un dragon de soi-même, quoi. Mais dans cette histoire-là, tu es en train de me dire... Elle prend le contre-pied un petit peu dans son programme politique. D'accord, mais en Allemagne, donc, les tireurs sportifs se sont vus interdire tous ou seulement ceux de l'AfD? Ça, c'est un peu gros, ça. Ceux de l'AfD seulement? Ceux de l'AfD, pas tous ceux de l'AfD, mais ils sont allés voir en particulier les mecs dont ils savaient qu'ils émargeaient à l'AfD. Parce que l'AfD ne publie pas. Tu vois, c'est comme les mecs qui me disent pour le renouvellement des licences d'armes, si tu es à l'ARPAC, est-ce que c'est plus dur? Je dis non, on ne transmet pas notre base de données. Quand vous êtes adhérent à l'ARPAC, on ne le transmet pas au gouvernement. Tu vois, on fait même le contraire, c'est-à-dire que la base de données elle est cryptée et elle n'est pas en France. Tu vois, pour qu'ils puissent pas venir avec une commission rogatoire, monsieur, on saisit votre ordinateur. Je dis saisis-le, connard, il n'y a rien dessus, quoi. Il n'est pas chez moi non plus. Elle n'est pas chez moi d'ailleurs, la base de données non plus. Elle n'est pas en France, elle n'est pas chez moi. Précisons. Donc, oui, il y a eu effectivement une volonté de désarmer les membres de l'AfD parce qu'ils appartenaient à l'AfD. Alors évidemment, il y a un prétexte à invoquer, c'est parce que ce sont des nazis méchants fascistes d'extrême droite, puisqu'ils ne sont pas socialistes. Et donc ce sont des personnes qui veulent forcément faire des actes terroristes et assassiner leurs prochains. Bon, moi, personnellement, je n'ai pas particulièrement de sympathie pour l'AfD, puisque déjà, d'une, je ne suis pas allemand, et puis de deux, c'est pas socialiste. C'est un peu des socialistes quand même, mais je ne suis pas pour la persécution politique non plus, quoi. Donc, non, c'est ça. voir... C'est amusant cette discrimination parce que récemment, tu dois t'en souvenir, il y a eu l'assassinat d'un PDG d'une compagnie d'assurance aux États-Unis par un activiste. Voilà. Et là, toute la gauche a applaudi des quatre mains, quoi. Comment tu dis? Pour cet assassinat-là, qui était effectué par une arme à feu. Ouais, mais là, ça va. Là, soudain, toute la gauche était très heureuse que les armes à feu existent et j'ai pas entendu de levée de bouclier dans les médias ou même dans la classe politique ou parmi les activistes de gauche pour dire il faut absolument interdire les armes à feu parce que c'est dangereux. Le socialisme, par définition, c'est pas de la logique. Alors là, je tombe de ma chaise. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est pas.
ils s'en foutent de la cohérence. Bon, ce sont des gens qui convoitent le bien d'autrui et tout est bon pour le prendre. Donc, ce qui est immoral dans un cas est moral dans l'autre. Voilà, c'est comme Libération qui, dans les années 70, publie des photos où ils vantent la pédophilie. Et là, c'est pas bien, etc. Et après, ils vont dire, ah, vous avez vu les curés, c'est dégueulasse, c'est des pédophiles, quoi. Bah, si c'est Cohn-Bendit qui le fait, ça va. Voilà. Mais si c'est un curé ou si c'est Là, un milliardaire, ça va pas. non, bah non. Ah, ça dépend. Ça dépend. Ah. Bah non, ça dépend du milliardaire, tu vois. Parce que, tu vois, si c'est Didi, si c'est Epstein, tu vois. Ouais, c'est pas pareil. Ouais. Ça dépend de tes copains, tu vois. C'est pas pareil. La gravité du viol dépend de ton orientation politique sur la gauche. Oui, alors c'est ça, ta moralité en dépend, et puis les droits auxquels tu peux prétendre, pareil, quoi, ils sont à géométrie variable. Et donc, il y a une partie de la gauche qui est, les communistes marxistes purs et durs, vraiment, paradoxalement, eux sont pro-armes, en fait, parce que leur but étant de absolument renverser le capitalisme. Alors, en général, ce qu'ils appellent capitalisme, c'est en fait la connivence. Mais ils se doutent bien que pour le faire, il va falloir faire plus que des pancartes, quoi. Donc, ils ont l'impression d'agir pour le peuple et que le peuple se fait opprimer. Donc, ces personnes-là sont cohérentes, en fait. Il y a un peu plus de cohérence dans le jusqu'au boutisme des vrais marxistes, en fait, que dans le socialisme du goulag soft. Et puis, il y a moins d'hypocrisie aussi. Voilà, oui, c'est ça, en fait, ils sont plus francs du collier. Donc, bon, je ne suis pas d'accord avec eux, mais quelque part, pour moi, c'est toujours beaucoup plus facile de parler avec des personnes entières. Le relativisme, c'est quand tout est faux et vrai à la fois. En fait, on ne sait même pas pourquoi on discute, quoi. Au niveau justement de ça, est-ce que tu as une perception, comment dire, de la réception parce qu'on entend un bourdonnement dans le fond de ta pièce où apparemment il y a une imprimante 3D qui travaille. Est-ce qu'il y a une perception différente chez les gens dans ton sentiment par rapport à l'auto-armement, donc à la fabrication d'armes par ses propres moyens? Alors, je pense que c'est quelque chose qui fait très peur au gouvernement parce que ça commence à se savoir que c'est possible de le faire. Ça requiert quand même un certain savoir-faire, hein. C'est pas non plus bon. C'est-à-dire que pour fabriquer ton premier FGC9, donc le FGC9 c'est l'arme à imprimer en 3D par définition qui s'appelle donc FGC, c'est Fock Gun Control. Et 9 pour 9 mm. C'est un ingénieur, ingénieur amateur allemand qui l'a fait, qui s'appelle Jay Stark, qui est censé être mort d'une crise cardiaque à l'âge de 25 ans, juste le lendemain de son interpellation. Donc, sachant qu'il travaillait sur le FGC 12, donc devait être un 12 littéralement, ce qui peut effectivement commencer à faire très peur aussi aux autorités. Donc moi personnellement je pense que les Allemands l'ont flingué parce que ça arrangeait tout le monde en fait. Parce qu'en fait ils voulaient le dégommer, mais en fait ils n'avaient rien contre lui. Parce qu'il avait été très malin. Donc comme ils ne pouvaient pas ne rien faire, et voilà, honnêtement je pense qu'ils s'en sont débarrassés. Au niveau de l'idée des citoyens qui vont s'armer tout seuls, alors déjà, ils ne me le disent pas à moi, en fait, puisque c'est une objection qu'on me donne souvent, c'est mais de toute façon, pourquoi j'aurais besoin d'adhérer à l'ARPAC? J'ai pas besoin de vous pour porter une arme si je veux en porter une. Donc, paradoxalement, ce n'est pas à nous qui vont en parler. Les personnes qui veulent s'armer elles-mêmes et qui comptent utiliser un FGC9 pour ça. Parce que l'ARPAC, justement, se donne une image de nous ne sommes pas des révolutionnaires, nous ne sommes pas des personnes qui encourageons à s'armer illégalement, etc. Donc, assez rapidement, ils comprennent que nous ne sommes pas les bons interlocuteurs pour ça. Néanmoins, je regarde ce qui se dit, même si ce n'est pas à moi qu'on le dit directement.
C'est quelque chose qui se dit dans certains milieux. C'est-à-dire que les personnes, alors pour là ça va peut-être plus te parler, mais des personnes qui vont être justement plus anarchistes et qui vont considérer que de toute façon ils n'ont pas demandé l'autorisation. Donc c'est des personnalités assez fortes en général, mais je pense que ça reste quand même très marginal. Voilà. Ça reste quelque chose de très marginal, sans compter qu'à la fin, tu te retrouves avec une arme imprimée en 3D qu'il va bien falloir tester à un moment ou à un autre. Donc pour ça, il va falloir que tu achètes des munitions qui ne tombent pas du ciel, qui ne sont pas si évidentes que ça à acheter au marché noir. Parce que si tu voulais juste une arme, le mec qui vend des munitions, il vend aussi des armes. Il peut aussi acheter une arme au marché noir. En revanche, ce qui m'a plus surpris, moi qui n'ai que des armes légales, c'est que le commerce d'armes de contrebande commence à augmenter de manière assez impressionnante. Ah oui? Oui. Et comment on le sait, ça? Alors, ça se sait parce que déjà, on commence à en saisir de plus en plus. Okay. Et la police n'est pas devenue beaucoup plus efficace du jour au lendemain. Leurs effectifs n'ont pas particulièrement augmenté, donc le nombre d'heures travaillées étant toujours les mêmes, s'ils en saisissent plus, c'est pas qu'ils travaillent mieux, tu vois, c'est qu'il y en a plus, c'est que ça se trouve plus facilement. Et puis pareil, c'est-à-dire que tu as des adresses qui commencent à tomber, à tel endroit tu peux acheter facilement, à tel endroit, etc. Et puis tu t'aperçois que ça couvre le territoire. Donc là, tu as des endroits comme. Tu as une ville comme Le Mans qui a la réputation d'être un endroit où il y a pas mal de trafic d'armes. Mais apparemment, au sud de Strasbourg, il y en a. Il y a certains quartiers de Marseille, qui ne sont pas forcément des quartiers nord d'ailleurs, qui sont assez réputés pour ça. Ce sont beaucoup de filières des Balkans, donc c'est les Albanais qui trustent un peu ça. Mais apparemment, les Gitans sont bien placés là-dedans. Et ils arrivent quand même à se placer sur ce marché. Mais en fait, la demande étant là, l'offre suit, tout simplement. En fait, on n'arrive jamais à battre le marché. En fait. Non. Le marché gagne toujours à la fin. Donc, c'est une question de prix. Le marché, c'est ce que les gens veulent. Donc, voilà, c'est aussi bête que ça. Puis voilà, ça fait, quand tu interdis quelque chose, tu ne fais jamais qu'en augmenter l'intérêt pour les quelques commerçants qui restent sur le marché. Chaque fois qu'il y a un dealer qui se fait choper, tous les autres dealers sont très contents. Et alors, par rapport aux armes imprimées, pour finir là-dessus, est-ce que d'un point de vue législatif, c'est la même chose qu'une arme à feu en métal ou pas du tout? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, alors, bon, quelqu'un qui va fabriquer des petites pièces en plastique qui appartiennent à une arme en 3D, je ne suis pas certain, mais à partir du moment où tu fais le canon et la culasse, tu ne peux plus dire que c'est plus une arme à feu. Et donc là, par définition, tu tombes sous le coup de la loi, parce que la loi couvre vraiment absolument tout. Hein. Tu n'as pas le droit de fabriquer des armes à feu, tu n'as pas le droit d'en faire le commerce, de les posséder, etc., si elles ne sont pas déclarées. Donc c'est exactement comme si tu avais une Kalachnikov de contrebande. Hein. Du point de vue de la loi, je pense même que tu serais encore plus puni, en fait. Parce que le marché d'armes de contrebande, c'est quelque chose qui existe. Et voilà, on considère que c'est un petit peu une espèce de chose irréductible. Mais l'idée d'avoir des armes imprimées en 3D, tu vois, que ce soit un petit peu comme... si on prend l'exemple des autres trafics, quand la police chope un mec qui va avoir, je sais pas, tu vois, genre 25 plants de cannabis chez lui, qui fait un petit commerce à petite échelle, ils vont être extrêmement sévères avec lui, peut-être même plus qu'avec le mec qui deal des barrettes de shit dans la rue, précisément parce que ils veulent pas que parce que ça, c'est le genre de chose qui est impossible en fait à combattre. Tu peux pas combattre les mecs qui ont des imprimantes 3D chez eux, quoi. Il faut donner l'exemple, en fait. Voilà, donc il va falloir faire un exemple. Et donc moi, à mon avis, si jamais un jour ils chopent un atelier de fabrication d'armes en 3D, c'est des types qui vont prendre
Alors, eux, ils vont prendre cher. Quoi. Et on va en parler de partout, etc. Tu vois, là, la police va bien le faire savoir, le ministère de l'Intérieur aussi. Il va y avoir des glorifications à la Manuel Valls. Ouais. Parce que là, ça, ils veulent pas que ça se démocratise. Et ce sera contre-productif. Hein. Ça va faire exactement. Ils vont faire ça en pensant que c'est le truc à faire, qu'il faut faire un exemple, alors qu'on sait parfaitement que ça va être l'effet Barbara Streisand. J'allais dire ça, ouais. Donc, c'est. Non, mais ils sont, enfin, je dirais, ils sont caves. S'ils n'étaient pas caves, ce seraient des entrepreneurs. Oui. Là, Cave et parasite, donc voilà. ça fait un beau mélange. Ouais. Bah, quand t'es cave, qu'est-ce qui te reste comme option? Ah oui, à part taper sur ton voisin, tu peux que crever la dalle. Hein. Ah voilà, donc c'est ça en fait. Sans ça, qu'est-ce qu'ils sont, ces pauvres gens, quoi. Est-ce qu'à l'ARPAC, vous vous occupez aussi, comme on avait parlé de ça au début de la conversation, d'armes blanches, d'armes comme des arcs, des trucs comme ça, ou vous occupez que d'armes à feu? Alors, en fait, on part du principe que qui peut le plus peut le moins. Donc, à partir du moment où tu aurais le droit de porter une arme à feu, il n'y a pas de raison que tu n'aies pas le droit de porter un taser. Parce que regarde, moi, j'ai apporté quelques jouets. Voilà. Moi, j'ai acheté ça. Ah, une petite. Ouais, c'est une 10 points. C'est la marque 10 points. Non, Barnett. Barnett, ouais, c'est bien aussi. Donc, c'est une jolie arbalète. Ouais. Bon, c'est sûr que c'est pas aussi maniable et aussi discret qu'une arme à feu. Ah si, discret, si, au niveau sonore. Ah oui, et celle-là est très très bien parce qu'elle a un chargeur. Elle est à répétition, ouais. Elle est à répétition, elle est vraiment super, celle-là, je recommande. Et si j'ai pu acheter ça, parce qu'au Canada, les lois anti-armes sont aussi stupides et débiles et fascistes qu'en France ou partout ailleurs. Oui, c'est des lois. Mais en revanche, pour des arbalètes, par exemple, on n'a pas besoin de permis. J'ai pu acheter ça sur des sites web, par exemple, tu vois. Alors, est-ce que c'est pareil en France ou c'est plus ou moins. En tout cas, ça l'était jusqu'à peu, puisque je suis détenteur moi-même d'une arbalète de 180 livres Titan 10 Points, qui correspond plus à la première que tu m'as fait voir. Ouais, c'est 180 litres, là aussi, ouais. C'est bon. T'as remarqué, hein, c'est quelque chose hein, pour la. Hein. J'ai planté des flèches dans un arbre dans mon jardin, je peux plus les sortir. Ouais. Ah, ils t'ont pas dit, ouais. Faut que tu t'achètes une bonne butée de tir. Ah, mais je me suis acheté une énorme cible là de 50 kilos. En plastique aggloméré ou en paille. Ouais, c'est ça, ouais. Et tu verras que je te conseille de te prendre une pince à carreaux parce qu'en fait, retirer le carreau de la cible, elle est plantée tellement profond et il faut que la cible soit dense pour arriver à retenir ça. Que vraiment avoir la pince spécifique avec les trucs en caoutchouc pour retirer les carreaux, c'est sympa. Le problème, c'est que tes carreaux, tu vas aussi t'apercevoir que l'impact est tellement énorme qu'au bout de 2, 3, 4 tirs, ils sont réutilisables moyen. Quoi, tu vois. Ouais, non, c'est vraiment pour le fun du tir que je l'ai acheté, mais c'est pas très économique, en effet. Ah non, les carreaux, ils se consomment très très vite. Enfin, après, bon, tu peux toujours les tirer, mais ils sont plus droits. Alors. Puis je pense que c'est plus cher que des munitions de pistolet. Hein. C'est plus cher. Surtout les carreaux avec les 3 pointes, enfin les 3 lames. Avec les 3 lames. Là. Alors pourquoi tu es obligé de mettre ces lames en fait quand tu chasses? C'est parce que en fait un carreau n'est pas extrêmement létal. Il y a même un mec qui s'est pris un carreau entre les 2 yeux pile et le carreau a glissé entre les 2 lobes du cerveau et il a fait aucun dommage en fait, très très peu, uniquement dans le corps calleux. Et les chirurgiens ont réussi à retirer le carreau et le mec a eu rien. Ok. Donc, alors évidemment, bon, si tu te le prends comme ça va pas faire pareil. Non, mais bon, là, c'est quand même, on parle du méta coup de bol. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que comme le carreau est lent, il ne transmet pas énormément d'énergie cinétique. Donc, il ne va pas créer beaucoup de traumatisme interne, en fait. Il va faire un trou. Et puis, quand tu le retires, avec la pression, il a tendance à se reboucher, etc. Donc, les lames, en fait, ça sert à créer des hémorragies. Ouais, c'est ça. Littéralement, hein, ça sert à sectionner des artères. Il y a un chasseur qui m'a expliqué que ça perforait un cerf à 100 mètres sur un diamètre de 3 cm et que le truc il se vide de son sang en 30 secondes. Quoi. Ah oui, avec les lames, effectivement. Là, tu le saignes. C'est comme si tu plantais une épée à 3, tu vois, cruciforme un peu.
Donc là, oui, là, ça va très vite. Alors que le carreau simple que tu tires sur les cibles, celui-là, bah, tu vas pas justement. Ça ne va pas faire du bien quand même. Non, ça va pas faire du bien, mais. Et donc, est-ce que les arbalètes, justement, qui sont quand même Alors, très dangereuses, hein, est-ce que ça, en revanche, en France, c'est en vente libre ou plutôt, oui, c'est plutôt déréglementé. Bah, c'est considéré comme un arc, en fait. Tu vas chez Decathlon, tu achètes un arc. Ok. Donc, par contre, la chasse est interdite à l'arbalète, donc c'est considéré comme un objet sportif, etc. Mais je te rassure, si jamais il y a un politicien qui par malheur regarde cette vidéo, C'est dans clair qu'on se prend. 3 jours, c'est voté, hein, Ouais. l'interdiction. Ouais. Quand il s'agit de faire chier le monde, ils sont là. Hein, Non, ils sont puissants. Ouais. très, très performants, même efficaces. Bon, Donc, bah, écoute, pour l'instant, effectivement, les arbalètes, il y a une espèce de tolérance là-dessus, jusqu'à ce que, voilà, on va avoir un con qui va faire une connerie une fois, et donc, mythe de la punition générale. Donc, dans l'école primaire, qui est la France, il serait dorénavant interdit d'utiliser des arbalètes parce que c'est la maîtresse qui l'a dit. mais je crois qu'en Angleterre, c'est déjà interdit les couteaux. Oui, non, mais en Angleterre. Ah, même en Allemagne, j'ai vu une vidéo il y a quelques semaines à un marché de Noël où les flics circulent par bande de 4, tu sais, puis ils fouillent les sacs à main. Ah oui, ils ont tapé le couteau de la. Mais le pire, c'est que c'était à Magdebourg, en plus, c'est dans la même ville qu'il y a eu un mec qui allait planter des gamins 1 ou 2 jours après, quoi. Enfin, il me semble que c'est dans la même ville. Et donc là, ils sortent le canif d'une dame. De la vieille, voilà. C'est un Victorinox, c'est un couteau suisse. Tu vois à peu près le danger que ça représente, quoi. Ouais, voilà. Et donc là, par contre, l'État est fort. Ah ouais, fort non, mais. Faible avec les forts, comme toujours. Ah oui. Hein. C'est le principe de la personne qui veut dominer. C'est plus compliqué de dominer les forts. Et puis en plus, c'est comme tous ces mecs qui me disent mais non, c'est pas vrai, il n'y a qu'à voir ce que fait Nayib Bukele, ça marche, etc. Alors Nayib Bukele, donc l'homme miracle, etc., qui a reconnu lui-même, de manière tout à fait honnête, qu'il a, afin de nettoyer tous ces gangsters, etc., et de les mettre dans son gigantesque bagne, il a effectivement fait des dommages collatéraux, et donc il a reconnu, juste lui ce qu'il a reconnu, donc t'imagines à peu près ce que c'est, qu'il a mis 8000 innocents en prison. 8000. Sachant qu'il y a 10 fois moins d'habitants, assez précisément, il y a 10 fois moins d'habitants au Salvador qu'en France. Si tu fais ça à l'échelle de la France, ça veut dire que on accepte de mettre 80 000 personnes en prison, innocentes, sans procès. Et qu'on accepte ça comme dommage collatéral, en fait, du nettoyage nécessaire par l'homme fort. Alors, en France, il y a 65 000 places de prison actuellement, une soixantaine, et on est déjà en surpopulation carcérale. Ceux, donc, les connards qui te disent ça, qui n'ont pas de problème avec l'embastillement des innocents, te disent « ben, c'est pas grave, il n'y a qu'à construire des prisons ». Donc, il n'y a qu'à... Voilà. Donc, Yaka, c'est on va taxer des gens pour aller construire des prisons. Mais c'est un libéral, Bukele. C'est pour ça. Libéral. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Oui, non, mais d'accord, mais les œufs, c'est sur nous. Ouais, c'est marrant. Donc, le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à faire d'omelette sans me casser les couilles, en fait. Tu vois. Et donc, c'est un petit peu ça le problème. Les gens ne se rendent pas compte que c'est. Enfin, les gens ne se rendent pas compte. Être à ce point-là demandeur de l'homme fort, l'homme miracle, c'est pourquoi il est si compliqué de comprendre que les œufs, c'est nous, en fait. C'est toujours nous, les œufs de l'omelette. C'est nous, les œufs de l'omelette, du gaspillage. Tout le monde reconnaît que l'État a fait du gaspillage et ouais, mais voilà, c'est pas facile. Pas pareil. Non, mais genre, oui, mais c'est pas facile d'être efficace. Mais si tu n'y arrives pas, fais-le pas.
Non, Tu mais vois, là, franchement, c'est des fantasmes d'adolescents de droite qui se paluchent sur des gens comme oui, oui, ça. tout à fait, tout à fait. Je veux dire, c'est vrai que je pense que ça les fait vraiment Ah ouais, bander non, mais pour eux, littéralement, quoi. non, mais c'est le mec qui recherche. Mais enfin, tu sais, quand Staline est mort, les gens pleuraient. Mhm. Je pense qu'il y a une partie de la population qui a vraiment, qui a envie de trouver le bon chef, le bon berger, euh, Le papa avec un grand P, tu sais, voilà, le père fondateur, enfin, peut-être pas le père fondateur, le grand dirigeant, le petit la père tête du de pont, peuple, le pape. le petit père du peuple. Ouais, C'est voilà, le vraiment, petit père du peuple. ils veulent ils veulent, en fait, ils recherchent la bonne dictature. Et c'est vraiment la problématique des armes, elle est extrêmement révélatrice de ça. C'est-à-dire que je considère qu'il y a les pro-armes et les socialistes. Après, il y a différentes nuances dans les pro-armes, mais tous les anti-armes sont des socialistes, mais convaincus. C'est-à-dire sont des gens qui, à peu de choses près, pourraient se reconnaître dans le programme de n'importe quel parti socialiste dans le monde, n'importe quand. Parce que ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait une grande autorité centrale qui fasse le papa. Et ça, donc c'est des mecs qui me disent: ah non, je suis pas socialiste, je suis gaulliste. Alors, juste un truc, il est socialiste de Gaulle. Je sais pas si t'es pas au courant, mais. Donc voilà, hein, premièrement. Et puis Sarkozy, c'est un libéral aussi, ouais. Il n'y a pas de parti non socialiste en France. Alors là, en ce moment, la figure montante en France, c'est Sarah Knafo, Ah oui. donc qui est censée être, etc. Et donc, qui nous dit: oui, mais Trump, regardez, on peut avoir un mouvement conservateur, etc. Mais je dis: mais regardez Trump, regardez Milley, etc. Je dis: mais comprenez-vous que ces personnes-là s'appuient sur une population conservatrice pro-armes? C'est-à-dire que qu'on soit d'accord ou pas avec leur politique, etc., c'est autre chose, mais tu peux pas dire: regardez la magnifique réussite de Trump qui a battu la gauche, etc., et ignorer le fait que c'est un point de dichotomie absolument fondamental entre les démocrates et les républicains. Il y en a qui sont pro-armes, et il y en a d'autres qui sont anti-armes. Et c'est vraiment, là, il n'y a pas de. C'est une polarisation absolue. Tous les opposants à Milley sont anti-armes et Milley est pro-armes. C'est pareil, c'est tranché. Il n'y a pas de demi-mesure. Donc, dire qu'on va faire du Trumpisme sans armes, déjà, ça n'a pas de sens. Ouais, mais tu connais beaucoup de gens qui seraient fans de Trump ou de Milley et qui sont anti-armes en même temps? Je pense pas. Mais si, justement, Voilà. Knafo est dans ce cas-là? Voilà, c'est le cas typique de Knafo. Ok. Qui est là-dedans. Et après, bon, elle n'est pas anarcap compatible, mais il y a de toute façon personne n'est anarcap compatible en France. Mais c'est. Tu vois, par exemple, David Linard qui nous disait: non, j'ai pas la tronçonneuse, je sais plus, j'ai le sécateur. La débroussailleuse, il voulait, lui. J'aurais plutôt vu le sécateur. La pince à épiler. Alors, je sais que tu n'es pas hyper fan de Milley, mais bon, de fait, il essaye de réduire les dépenses publiques. Mais je veux dire qu'il y a presque personne en France qui propose de réellement réduire les dépenses publiques. Alors, ça a commencé un petit peu à faire une petite course à l'échalote dans les effets d'annonce. Il y a David Linard, qui est au libéralisme ce que la grenadine est à la picole. Mais qui nous fait. Ben pareil, lui, il est anti-armes. C'est d'ailleurs une discussion que j'ai eue avec d'autres libéraux qui me disaient: bah, quand même, c'est quand même mieux Linard que Lionel Jospin. Ouais, puis le cancer du foie, c'est mieux que le cancer du cerveau. Hein. Oui, non, mais voilà, mais tout est plus sympa qu'un viol anal avec un préservatif garni au vert pilé, on est bien d'accord. Voilà. Mais il y a beaucoup de choses mieux que ça. Mais ça reste un viol, quoi. Donc, ce que je leur disais, mais admettez par exemple que, moi je vais admettre, pardon,
que David Hénard est élu et tient parole. Et vraiment, il taille dans les dépenses, il taille. Il licencie du fonctionnaire, il supprime les DREAL, il supprime vraiment tout un tas de trucs. Il taille dans la bureaucratie à fond, etc. Bon, très bien. Mandat suivant. Qu'est-ce qui empêche le socialiste d'après de dire bah écoutez, pas de problème, on les réembauche tous, on sait exactement comment faire, etc. Bah, tu vois, ça c'est bien mon point de contention principal avec Milei, par exemple. C'est-à-dire, tu penses que Milei, il fait quelque chose, mais il n'empêche pas que ça revienne exactement. Comment tu veux qu'il l'empêche? Je veux dire. Alors, c'est justement là-dessus, le port d'armes est justement un effet cliqué dans l'autre sens au niveau de l'étatisme. C'est-à-dire que une fois que tu as laissé une partie significative de la population s'armer, posséder ses armes, porter ses armes, y être habitué, faut se souvenir qu'on désarme les Français, enfin les gens en général, pour les extorquer. C'est à ça que ça sert. Si tu prends les États des États-Unis, tu fais le classement des plus libéraux aux moins libéraux en armes à feu, et tu croises avec le classement de ceux qui taxent le plus et de ceux qui taxent le moins. Tu as une corrélation. Tu connais comment fonctionnent les coefficients de corrélation. Ouais, genre 0, c'est rien. Et 1, c'est corrélation absolue. Donc 0,5, c'est corrélation moyenne. Là, on est à 0,71. Ouais, ok. Donc c'est quand même voilà. Oui, mais enfin bon, il n'y a pas forcément de causation dans un sens ou dans l'autre. Non, mais à mon avis, c'est. C'est un état d'esprit général, je pense. Qui fait les deux. Mais justement, c'est compliqué. Tu prends par exemple, moi quand j'étais gamin, j'habitais dans un pays viticole, il y avait un dimanche où tout le monde, on se réunissait, on allait vendanger tous ensemble, c'était une fête. Et du jour au lendemain, ça s'est arrêté parce qu'ils ont envoyé des inspections du travail en disant non, c'est du travail dissimulé, ces gens-là travaillent gratuitement pour vous, en fait, vous dites que c'est gratuit, mais on ne sait pas s'il n'y a pas des paiements au black sous le manteau, donc vous allez payer les charges sociales sur toutes les personnes là, tu vois. Et là, en plus, ça c'est un enfant, c'était une fête populaire, tu vois. Moi, j'y allais, j'avais 10 ans, tu vois, je prenais mon sécateur, je remplissais des seaux, tu vois, on faisait des trucs ensemble, c'était une fête, les vendanges. Et ça, c'est des fêtes qui n'existent plus parce qu'ils considèrent que c'est du travail dissimulé. La première année où ils ont fait ça, l'inspecteur du travail, il y a quelques vignerons, ils en ont chopé un, ils l'ont attaché, ils l'ont descendu au fond d'un puits pendant 40 minutes. Ils ont pissé dessus? Alors, comme la rirette n'est pas dit dans ma chanson. Mais alors, c'est des mecs qui ont eu des très très gros problèmes. Mais c'est l'inspecteur du travail, quand il va se pointer chez un agriculteur qui va porter une arme, il n'aura pas le même. Il va jamais, tu vois. L'inspecteur du travail, il va même pas avoir envie d'y aller. Parce que l'inspecteur du travail, il va aller faire son redressement, etc. Mais tu as son nom, en fait. Tu vois, non, mais je t'entends, mais néanmoins, l'exemple inverse peut aussi être mis sur la table. Les années 80, c'était Reagan aux États-Unis, qui était plus dans anti-armes. Pardon? Qui était anti-armes. Il était anti-armes aussi, lui? Reagan, c'est lui qui a mis les premières interdictions quand il dirigeait la Californie. C'est lui qui a mis les premières interdictions en Californie pour lutter contre l'armement des Noirs. Ah, bien sûr. Les Black Panthers. Ouais, ok. Ouais. Ah non, mais c'est. Ce que je veux dire, c'est que l'effet cliquet peut agir dans les deux sens. Hein. C'est sûr qu'on ne repassera pas d'une situation assez libérale du jour au lendemain à un État soviétique, comme l'est la France en ce moment. Ouais. Mais c'est un truc qui se dégrade, quoi. C'est une érosion assez constante. C'est-à-dire que, également, si tu as une population qui est armée et qui a le droit de porter ses armes, donc en général, tu transformes, par exemple, l'ampleur d'un mouvement comme les Gilets jaunes. Un mouvement comme les Gilets jaunes, s'ils descendent dans la rue, on s'en fout. S'ils descendent dans la rue avec leurs flingues, c'est fini. C'est-à-dire que le gouvernement va tout de suite céder, en fait. Les gens disent « Ouais, mais ce serait une révolution, etc. C'est la guerre civile. » Pas forcément le cas. C'est-à-dire que les mecs vont dire « Non, mais effectivement, voilà, maintenant, vous arrêtez de nous... » Et d'ailleurs, c'est même pas ça. Ils n'auraient même pas proposé, en fait. Parce que la taxation... C'est comme tous ces mecs qui me disent « Ouais, mais on taxe trop en France. » Mais arrêtez de me dire qu'on taxe trop et que vous n'êtes pas pour. Vous croyez que les mecs se disent « Oh, c'est bon, là, on en a pris assez,
pour nos projets, on s'arrête. Non, l'État prend absolument tout ce qu'il peut prendre et qui fait qu'il n'est pas renversé. La taxation et l'imposition en général, c'est le résultat d'un rapport de force. Ce n'est que ça. C'est de l'extorsion. Il n'y a pas de consentement à l'impôt. Hein, ça, c'est un oxymore, le consentement à l'impôt. Voilà, exactement. Sinon, ce n'est pas un impôt, c'est un don, c'est une participation, voilà. C'est une souscription. Une facture. Non, mais une facture, tu achètes quelque chose, mais là, tu es obligé d'acheter. C'est volontaire, c'est consenti, voilà. Quoi. Non, puis même, tu peux, sans que ce soit une facture, tu peux par exemple souscrire à un projet. Tu vois, tu vois, l'État pourrait faire des dépenses, une fois de plus, je sais que c'est pas anarcapitaliste. Non, mais je t'écoute. Tu peux imaginer que, par exemple, l'État dise, écoutez, voilà, on a racheté certains terrains, alors de fait, c'est vrai, avec de l'argent public, etc., donc on vous a volé, mais sur ces terrains, on voudrait faire une route, mais on ne veut pas la financer sur argent public. Donc voilà, si vous voulez construire la route, on crée une structure et vous créez une entreprise qui va posséder cette route et vous pouvez souscrire, vous pouvez investir. Voilà. Ça aurait déjà une autre gueule comme consentement à l'impôt que, écoutez, on va faire une route là. Pourquoi ? Parce qu'on a envie. On t'a pas vraiment demandé ton avis. Enfin, si, t'as eu un vote, mais en fait, il y a eu un vote 4 ans avant, mais je veux dire, dans le détail, on n'avait pas parlé de ça dans la campagne. Hein. C'est un petit peu ce que j'essaye d'expliquer aussi, c'est que la démocratie, en fait, ne permet que de dire oui. Tu ne peux que approuver un projet, en fait. Tu n'as jamais le droit de veto. Voilà. Tu as le droit de vote, mais tu n'as pas le droit de veto. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que le port d'armes, c'est le droit de veto, en fait. C'est l'équivalent. Quand la population descend dans la rue, t'en as rien à foutre. Quand la population descend dans la rue avec des flingues, on est obligé. En fait, la population ne descend pas vraiment dans la rue quand elle a des flingues. Elle n'a plus besoin. Ouais, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que enfin bon, j'ai jamais vécu de situation aussi tendue. C'est vrai qu'il y a quand même très très peu de manifestations au Texas, par exemple. Ou alors c'est des manifestations vraiment très pacifiques. Ou alors c'est les Boogaloo Boys et les Proud Boys qui défilent. Il y a des flingues de partout et il n'y a pas une cartouche tirée. Ouais. Pas une cartouche tirée. Et là, les flics sont dans leurs petits souliers. Hein. C'est pas là qu'ils viennent vérifier si tes vitres sont teintées ou pas. Hein. Mais paradoxalement, toutes les lois à la con, etc., les petits règlements vicieux et tout ça, c'est quand les citoyens ont des flingues dans tous les sens, la police finit par uniquement se concentrer sur des choses beaucoup plus terre à terre. Mais pourquoi Koubet ? Voire même, elle se concentre sur sa mission régalienne, peut-être. C'est ça, je veux dire, des choses plus fondamentales comme oh, il y a quelqu'un qui a agressé quelqu'un. Ah ! On va peut-être y aller alors. Plutôt que de foutre des amendes aux mecs qui sont mal garés. Ah oui, voilà. En gros, ça gêne personne. Non, mais les mecs qui disent ouais, mais la police est là pour te protéger. La police n'est pas là pour te protéger. Les missions de la police actuellement, c'est absolument pas. Le ministère de l'Intérieur ne cherche absolument pas à réduire la criminalité en France actuellement. Ce n'est pas vrai. Il en profite de la criminalité. Mais je pense même que, alors je ne sais pas comment ça se passe en France, mais aux États-Unis, il y a eu plusieurs fois des procès parce que des flics, il y a eu récemment, je ne sais pas vraiment à quelle distance dans le temps, mais des femmes qui se sont fait violer chez elles et qui avaient eu... il y en a une qui commence à se faire agresser, les autres arrivent à se planquer dans un coin et à faire croire qu'elles sont parties, appellent les flics arrivent, mais ayant un peu peur, ils ne font rien. Ce qui fait qu'ils repartent et les autres colocataires de cette maison se font attraper par les agresseurs et subissent des sévices pendant toute une journée. Les victimes, elles ont survécu, elles portent plainte et évidemment elles portent plainte contre la police parce qu'elles les ont vu passer, ralentir et repartir, vu que la situation va l'air de pas trop les rassurer, les flics.
Eh ben, le juge a débouté les plaignantes en disant que la police n'avait aucune obligation, et là je te parle de Ah non, mais c'est pareil. aucune obligation à te protéger ou à te sortir de la merde. C'est pas leur obligation légale. Bien sûr que non. Mais pourquoi? Mais enfin, les... mais d'où pourrait venir l'idée qu'ils ont cette obligation en fait? Ce ne sont pas les personnes qui ont le monopole de la violence qui ont des obligations envers ceux qui ont le monopole de subir la violence. Ben, ils pourraient le simuler dans leur texte et ils le font même pas en fait. Il y a aussi eu ce fait divers. Tirer une balle dans le pied. Enfin, ah non, mais ne me cherche pas des excuses pour continuer à les insulter. Je rappelle aussi le pire, des récentes. Il y a beaucoup de policiers qui sont vraiment sincères. Je pense réellement qu'il y a beaucoup de policiers qui ont des vocations réelles, qui ont réellement envie de protéger leurs prochains. Et je pense que ce sont des personnes qui sont extrêmement malheureuses dans leur métier parce qu'ils le voient à quel point eux, ils ont envie de bien faire, ils ont envie d'aller protéger et ils voient à quel point on les envoie sur de la merde, à quel point quand ils coffrent quelqu'un qui fait du mal, il est relâché le lendemain, à quel point on leur dit non, mais lui, laissez-le courir, à quel point on les empêche de protéger les bonnes personnes, voire on leur fait protéger les mauvaises. Et ça, ils le voient, ils le sentent, ils le vivent au quotidien. Et ça doit être terrible pour ces gens-là. Bah, il y avait ce fait divers aussi dramatique d'une tuerie dans une école il y a quelques années où les flics sont planqués à l'extérieur pendant 1h30 sans rien faire et ils arrêtaient avec menottes et tout et procès les parents qui voulaient eux sauver leurs enfants. Là, par contre, le chef de la police, il s'en est pris une parce qu'il a interdit au mec d'intervenir. Alors, parce qu'il y avait plein de mecs qui voulaient intervenir. Il faut savoir quand même que dans l'histoire, il y a une femme qui a réussi à s'introduire dans l'école, à récupérer ses gamins et à repartir sans se faire tirer dessus. Okay. Donc, c'est-à-dire qu'une mère de famille, voilà. Donc, c'est-à-dire qu'une brigade de police n'est pas arrivée à faire ce qu'une mère de famille est arrivée à faire. Pas entraînée. Voilà. Donc, et le pire, c'est qu'apparemment, il y avait des flics qui étaient là et qui disaient mais pourquoi on n'y va pas? Et en fait, c'est un petit peu, c'est Reynaud qui décrivait très bien ça. C'est le syndrome du caporal, en fait. C'est-à-dire que quand tu as une chaîne de commande pyramidale hyper intégrée, en fait, il n'y a plus personne qui a envie de prendre de responsabilité. Tout le monde veut avoir l'aval du mec au-dessus. Et c'est... tu sais, d'ailleurs, tu le vois dans les séries, apparemment, ça se passe réellement comme ça. Quand ils ont une opération commando, les États-Unis, qui implique une dizaine de gars, tu vois, ils doivent avoir l'aval du président. Moi, ça me semble complètement... C'est un truc de fou, quoi. Alors, les généraux, les colonels, les chefs d'état-major et le ministre de la Défense, ils servent à quoi, en fait? C'est ce côté monarque absolu du POTUS, c'est assez étrange, quand même. Et bah après, c'est une question d'immunité aussi, et puis il y a des magouilles. C'est une question de couvrir son cul. C'est-à-dire que voilà, il n'y a que le président qui a l'immunité, donc il n'y a que lui qui peut prendre la décision. Parce que en fait, c'est le seul qui n'est pas responsable. Il n'a pas de responsabilité à prendre. On considère que sa responsabilité, c'est juste de se faire réélire. Donc, voilà. Alors, est-ce que pour conclure, on peut dire aux armes citoyens? Qu'est-ce que t'évoques cette... moi, je l'utilise ce refrain. Alors, aux armes citoyens, je pense que c'était le réel ADN de ce concept qui était l'abolition des privilèges. Et quoi qu'on puisse penser de la Révolution, qui n'était pas un mouvement anarchape, qui était un mouvement proprement... bourgeois. Oui, enfin... C'était en fait une volonté de faire du capitalisme de connivence de la part de ces personnes-là, très concrètement, d'arriver à un régime un peu plus plutocrate, et qui n'était pas forcément pire d'ailleurs que le régime de la monarchie absolue. Mais en tout cas, il y avait cette idée d'arriver à l'isonomie. L'isonomie, donc, qui est l'égalité devant la loi. Il y avait cette idée-là. Et ça, c'est quelque chose dans lequel je me reconnais et je dirais que c'est justement le désarmement procède en fait de... Tu ne peux pas désarmer une population sans créer une caste dominante, une caste d'aristocrates. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui ont le droit aux armes et ceux qui ne l'ont pas.
Et c'est quand je dis aux armes citoyens, c'est pour essayer de rappeler aux Français que la République dont ils se gargarisent tant, les idéaux de la Révolution, etc., c'est avant tout le citoyen armé. C'est-à-dire que si tu n'es pas armé, tu n'es pas citoyen. Et si tu n'es pas armé, tu es un esclave, en fait. Tu es un sujet, tu es exactement ce que tout le monde critique. Donc je dirais que les plus cohérents des anti-armes sont en fait les royalistes. Et d'ailleurs, ils le sont pour la plupart. J'ai eu plusieurs discussions sur X avec des royalistes qui se revendiquent comme tels et qui, eux, donc, disent non, moi je suis. Eux, ils ont le mérite aussi, tu vois, un petit peu, comme on disait avec les communistes, ils ont le mérite d'être francs du colis, c'est-à-dire ils veulent la bonne dictature, ils considèrent que c'est l'idéal, la bonne dictature avec le bon roi. Le bon roi, tu vois. Donc, bon, je ne suis pas d'accord avec eux, mais ils ne vont pas changer d'avis pour mes beaux yeux. Mais au moins, dans leur cas, c'est cohérent. Mais toutes ces personnes qui se prétendent démocrates, qui disent qu'ils sont pour l'égalité en droit, qu'on est tous souverains de la France, etc., et qui sont contre le port d'armes, ce sont des gens qui sont en dissonance cognitive. Et aux armes citoyens, c'est cette espèce de réminiscence. Je dirais que c'est le fond de second amendement qui reste en France, tu vois. Ils n'ont pas réussi à l'effacer de la Marseillaise. Et ils auraient envie, tu vois. C'est un petit peu comme Macron qui avait invité cette chanteuse pour chanter cette chanson qui s'appelait France, etc., Si belle et rebelle et tout ça, parce qu'il ne voulait pas chanter la Marseillaise, parce que la Marseillaise, elle n'est pas hyper pro-Macron, tu vois. La Marseillaise, c'est aux armes citoyens, si tu lis tous les couplets de la Marseillaise, c'est pas du tout... c'est vraiment une opposition aux élites, et Macron, lui, se veut être une élite. Hein, son côté jupitérien. Et ça, le côté aux armes citoyens, c'est vraiment... C'est aux citoyens d'être armés, c'est à la base. Donc oui, voilà, ça m'inspire vraiment que c'est au peuple, c'est aux individus de saisir les armes. C'est pas délègue ton pouvoir à une élite armée citoyenne. Exactement. Donc je trouve ça quand même étrange que la France, dans l'état dans lequel elle est depuis 200 ans, continue avec ce refrain-là, parce que c'est complètement l'inverse, en tout cas de ce qu'on vit depuis une centaine d'années là. Depuis 39 en tout cas. Ouais. C'est pas 36, c'est 39 ? C'est 39. Ok, je pensais que c'était 36 le premier. Ah non, le 36 c'est le registre des armes à feu. Ouais. C'est 35, le registre des armes à feu, par Pierre Laval. C'est ça, Laval. Le grand Pierre Laval, la gloire de la France. C'est ça, un grand homme. Et Fialtès, c'est le traître. Je veux dire, je comprends même pas que ça fasse pas tiquer les gens. Tu vois, interdit, le port d'armes interdit par Daladier, c'est-à-dire la guerre et le déshonneur, c'est le mec, le capitulard devant les nazis, le registre des armes fondé par Pierre Laval, c'est vraiment, c'est que des méta-connards, tu sais, qui sont impliqués là-dedans. Ah, c'est des champions olympiques, ouais. Ah ouais, non, mais c'est vraiment... Et les types, c'est non, c'est pour notre sécurité. Ah non, c'est pas pour ta sécurité. Ça n'a jamais été pour ta sécurité. Ah, c'est pour la sécurité des nazis, surtout, parce que c'est eux qui ont récupéré les registres derrière et qui savaient où trouver les gens. C'est Pierre Laval, il a créé le registre et il a su à qui le donner, dis donc. Ouais, c'est ça. Ouais, fromage et dessert avec Pierre Laval. Avec quelques clous, ouais. Ah ouais, il te la met, mais alors ça gratte un peu, mais bon, on s'habitue. Hein. Non, mais c'est les idéaux, c'est des idéaux de despotes, mais intégraux, quoi. Même les tsars étaient plus libéraux au niveau des armes que Lénine, par exemple. Tu vois, et que Staline ensuite. Tu vois, sous l'empire chinois, il y avait des fermiers qui avaient des fusils. Sous Mao, on les a tous enlevés. Tu vois, c'est vraiment... C'est toujours le pire du pire de la dictature, tu vois, par exemple, paradoxalement, Hitler, lui, il a un petit peu libéralisé les armes pour les mecs qui émargeaient au parti nazi et les Aryens, tu vois. Par contre, pour les Juifs, il l'a strictement interdit. Ah oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il n'a pas libéralisé les armes, il a accordé le privilège à ses potes. Ouais, c'est ça.
Mussolini Mussolini a fait des saisies d'armes prononcées, tu vois. C'était parce que l'étatisme est profondément anti-armes. À partir du moment où tu sombres dans l'étatisme, et tout étatisme est socialiste en fait. Tu peux pas, c'est la même chose en fait. Et on dit, ah ouais, tu peux être étatiste sans être socialiste. Bah non, en fait, tu peux pas. C'est le socialisme, c'est juste, c'est un deuxième nom pour l'étatisme. C'est la même chose en fait. Et donc je dis, c'est comme un kawaii et un imperméable. Tu vois. Ça fait la même chose. Voilà, tu peux dire deux trucs, mais à la fin, voilà, ça sert à ça. Et donc toute tentative de désarmer le peuple sert la dictature. Ça sert à ça. On le fait pour ça. On peut invoquer d'autres prétextes, mais à la fin, ça sert à ça. Et toute dictature sert à vous prendre votre pognon. On te prend tes fusils avant de te prendre tout ce qu'on peut te prendre, tout ce que tu ne peux plus défendre. Ça sert à ça. Ça n'a jamais servi que à ça. Et les personnes qui pensent que ça sert à autre chose se mettent le doigt dans l'œil tellement profond que ça va un jour finir par leur ressortir par ailleurs. Par ailleurs. Par où c'est pas ça qui devrait sortir. Et donc, je pense réellement que le vrai problème, c'est que on recherche la dictature. En fait. On recherche la bonne dictature et ça n'existe pas, la bonne dictature. Bah, espérons qu'on puisse évoluer à un niveau de réalité où on peut admettre ce genre d'objets, d'outils, ce sont des outils. Oui, tout à fait. Mais au niveau de l'évolution politique, moi, quelqu'un qui me dit qu'il est libéral et anti-armes, je dis, bah, t'es pas libéral, en fait. Je suis désolé, tu t'es pas dedans. Ouais, je suis de droite, mais je suis pas... Qu'est-ce que tu appelles être de droite, en fait? Quelle est la signification de ce mot, en fait? C'est simplement de ne pas être d'accord avec la gauche et puis les gens qui ont des cheveux mauves. Hein, ça s'arrête à peu près à ça. Ouais, en gros... C'est une petite guerre de chapelle en ce qui me concerne. Hein. J'ai une manière d'appeler ces gens-là, c'est en fait, c'est des personnes qui pensent qu'on peut faire du socialisme en tenant les comptes. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, on fait du socialisme, mais nous, on va tenir les comptes. Ouais, c'est ça. Voilà, on va gérer ça en bon père de famille, parce que nous, on n'est pas sujet à l'hubris. C'est ça. On est tellement mieux que les autres. Et c'est-à-dire qu'en fait, ils font le même péché d'orgueil que les socialistes qui pensent qu'ils peuvent tout gérer et dépasser la réalité du marché, qui est en fait l'expression de la volonté individuelle. C'est mieux servir les gens que ce qu'ils veulent se servir eux-mêmes. Ils font le même péché d'orgueil en disant qu'eux, ils vont le faire un tout petit peu moins, mais tellement mieux. Et en tenant les comptes, et ils ne s'ombreront pas dans le bris, etc. C'est la même condescendance à droite et à gauche de se positionner, comme on disait tout à l'heure, en élite et considérer les gens comme des enfants, finalement. Donc, tu as les adultes d'un côté, c'est le monde politique, et puis tu as nous autres, les pauvres débiles du peuple, quoi. Mais d'ailleurs, c'est tout à fait cohérent avec parce que le principal argument contre le port d'armes, c'est avec les débiles qu'on a, les gens vont se tirer dessus, les gens sont instables et débiles. Mais moi, non. Alors, et après, il y a ceux qui disent, ah non, mais moi, si tu me donnes une arme, c'est pas moi, je suis pas capable de me contrôler, moi, je vais tuer quelqu'un, quoi. Tu vois, ça, en général, c'est ceux qui comprennent qu'à insulter tout le monde, c'est pas toujours un bon argument. Alors, ils s'incluent dedans, tu vois, dans une fausse humilité. Moi, en général, ce que je leur réponds, c'est, je dis, non, mais t'inquiète pas. Hein. Si t'en as une d'arme, tu sais que ceux d'en face, ils en ont. Tu vas vite réfléchir. Ton coup de sang, tu sais c'est comme quand tu t'énerves et que t'as pas d'arme et que le mec en face, il fait 2 mètres et 120 kilos de muscles. Ça calme. T'as vu comme t'es calme devant un mec, devant une vraie armoire à glace? T'as vu comme... Tu sais, quand Jérôme Le Banner, il lève la voix, c'est curieux, tout le monde est là. Bonjour monsieur, ça va? Ah bah oui, évidemment, le mec, il te prend, il te met dans ta poche. Il te met dans sa poche, pardon. Ou la tienne, mais dans n'importe quelle poche. Donc, et ça, les gens ne comprennent pas que quand tout le monde a une arme, il n'y a plus de gros durs. Il n'y a que des gros durs. Tout le monde est extrêmement dangereux, tout le monde se calme. C'est où là? Je veux surtout pas être le premier à sortir une arme, parce qu'on va penser que c'est moi l'agresseur, et là, ils vont tous me tirer dessus, même si j'ai raison. Et donc,
c'est exactement le contraire qui se passe. Que les gens refusent de voir ça, c'est un tel déni de réalité. Donc il y a cette espèce de faux mépris, parce qu'en fait, c'est pas ça que les gens pensent. La réalité, c'est que dès que c'est autorisé, tout le monde s'arme. Donc il y a une hypocrisie là derrière. Il y a énormément de signalements de vertu. Dès que c'est autorisé, tout le monde se rue dessus, tout le monde a un fusil planqué, etc. Si tu sais que tu as le droit et que tu risques pas grand-chose à en avoir une, tout le monde en a une. C'est comme ça dans tous les pays où c'est le cas. Dès qu'on ne se fait pas trop chier, il y en a partout. Donc, ce qui prouve bien que c'est ceux dont les gens ont envie. Sinon, ils ne le font pas. C'est sûr qu'une arme, c'est plus rapide à être efficace, on va dire, que de prendre des cours d'autodéfense pendant des années, quoi. Et puis c'est surtout que de toute façon, il y a un niveau d'efficacité auquel tu n'arriveras jamais, même si tu es Bruce Lee. C'est ça. Déjà d'une, parce que une arme, ça tire à distance. Voilà. Tu ne peux pas mettre de coup de poing à distance. Donc ça te permet d'utiliser la distance. Alors, déjà, rien que ça. La puissance embarquée est absolument phénoménale pour un si petit objet. C'est pour ça que c'est une très bonne arme. Donc ça permet à n'importe qui d'être puissant. Et ça permet aux personnes qui ne peuvent pas, qui n'ont pas accès à cette self-défense, d'y avoir réellement accès. Une personne de 55 ans qui boite, elle ne peut rien faire. Elle ne peut pas fuir, elle ne peut pas se battre, elle peut prendre des cours d'autodéfense, mais elle ne fera que gaspiller son argent parce qu'il faut une certaine capacité physique. Ah, je ne suis pas d'accord. Tu ne peux pas imaginer qu'il ne faille pas une certaine condition physique pour peser un petit peu dans le combat. Il y a un minimum. Je ne dis pas le contraire, mais moi, disons, étant pratiquant de ce genre de choses, je vois quand même que le gabarit ne fait pas tout et que même une petite une femme, tu sais, de 60 kilos peut bien s'en sortir du moment qu'elle connaît 2-3 techniques. Mais je reconnais que ça n'a rien à voir avec un flingue. Hein. Non, mais il faut se souvenir que déjà, l'agresseur, il peut les connaître tout autant, les techniques. C'est vrai. En général, le mec qui agresse, lui, il n'a pas pris des cours de self-défense, il a pris des cours d'attaque. C'est-à-dire qu'en général, il n'en est pas à son coup d'essai. Il te prend en général au moment où tu es le plus vulnérable. Tu es à un désavantage qui est en général physique, souvent numéraire, c'est-à-dire que c'est plus facile d'agresser à 3 contre 1. Deux conditions, c'est-à-dire qu'eux, ils ont mis leur bonne pompe, etc. Ils sont en survêt, ils ont le truc. Toi, tu es avec un jean un peu trop serré, tu as des pompes de costard, etc. Tu n'as pas le bon équipement, tu vois. Eux, ils ont un couteau, toi, tu n'en as pas. Le désavantage est tel au moment où tu subis l'agression que en fait, le niveau d'apprentissage qu'il faut avoir pour que tes connaissances en arts martiaux à main nue te permettent de faire la différence, c'est titanesque la quantité de savoir. Moi qui en ai fait beaucoup des arts martiaux, je veux dire, il y a un moment, quand le mec fait 1m80, moi j'en fais 1m70, je sais que je pars avec un désavantage énorme. La masse musculaire, la taille, la longe, avant d'arriver à être suffisamment bon en arts martiaux pour compenser l'avantage de l'allonge dans un échange de points, mais c'est des années de pratique. Il faut se rendre compte. Il faut être chaud, il faut avoir un œil aiguisé, il faut avoir son sens du combat qui est aiguisé, etc., du placement, maîtrise de la distance et tout ça. C'est presque un métier. C'est sûr que ça demande de la pratique et puis que c'est régulière. Hein. Enfin, je veux dire. Mais au moins, est-ce que tu es d'accord pour dire que ce genre de pratique. C'est mieux que rien. C'est le degré 1, c'est ça. C'est-à-dire que c'est mieux que rien du tout, quoi. C'est mieux que rien du tout. Mais c'est pas accessible à tout le monde. C'est-à-dire, le mec qui est en chaise roulante, c'est pas accessible pour lui. La fille qui fait 55 kilos et 1m50, je suis désolé, elle part avec un tel boulet au pied dans une confrontation à main nue contre 85% des individus de sexe masculin, par exemple, qui est telle que... faut taper dans les couilles, hein.
Oui, mais le mec, il le sait qu'elle a que ça. Donc, Ouais, il sait qu'il a que ça à protéger. Mmh. Alors que elle a tout à protéger. Donc, C'est pas faux. les armes à feu sont le seul réel égalisateur actuellement. Alors, effectivement, bon, à défaut de ça, tu pourrais leur mettre une masse d'armes, par exemple. Très bien. Marteau de guerre, c'est pas mal. Tu vois, non, mais il y a des. Un bon taser, par exemple, c'est pas mal. Mais d'ailleurs, ça aussi, c'était illégal en France, d'ailleurs, un peu partout, je pense. Les tasers, les baumes à poivre, tous ces trucs-là. Tout est illégal. Tout, absolument. On n'a pas le droit de se défendre, en fait. Non. Alors, après, moi, j'en suis à un point où, tu vois, par exemple, voilà, tu vois, j'aime bien bricoler. Ça, c'est mon porte-clés. Attends, ça, c'est le porte-clés du Mitch. Voilà. Donc, moi, je considère que c'est un symbole de fécondité, hein, avec là, les 2 ovaires, là, l'utérus, etc. Hein. Bon. Concrètement, c'est ça. Un très joli utérus, maintenant. C'est le symbole de la fécondité. Donc, c'est un porte-clés. Donc, j'en ai fait un autre pour un copain. Je l'ai fait en aluminium. C'est du bricolage, hein, moi-même. Je l'ai fait à un pote et il m'a dit, ça passe l'avion. Mais on en est réduit à ça, si tu préfères. C'est-à-dire, on en est réduit à des ersatz complètement ridicules d'autodéfense. Comment ? On fait ce qu'on peut. Ah non, mais voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et tout le monde fait ça. Alors, tu as les stylos en acier, par exemple, qui vont remplacer. Tu as des mecs qui sont. Je connais des types qui se trimballent en bloc de travail tout le temps. Comme ça, ils ont leurs outils avec eux. Ils ont un cutter, un tournevis, etc. Un marteau. Moi, j'ai un stylo avec une pointe qui peut percer un pare-brise. Voilà. Ça fait. C'est con, mais bon. Ah non, mais voilà, mais ça marche tout à fait. Je veux dire, une fois de plus, faute de griffe, on mange des merles. Mais c'est quand même triste que ce soit toujours les plus pacifiques qui soient réduits à être désavantagés. C'est là qu'est le problème. C'est-à-dire que la loi va toujours désavantager ceux qui la respectent le plus, les lois anti-armes. C'est ce que Beccaria avait pointé, donc, le père fondateur du droit moderne, Beccaria, un penseur des Lumières, qui s'était prononcé contre la peine de mort et en faveur du port d'armes. La peine de mort, d'ailleurs. T'as 2 minutes encore ou Allez, 2 minutes sur la peine de mort. Je vais sortir ma prochaine vidéo, elle concerne la peine de mort et sur pourquoi est-ce que la peine de mort, il n'y a qu'à rétablir la peine de mort n'est pas un bon argument pour contrer le fait qu'il faut rétablir le port d'armes. Voilà. Donc pour toi, j'imagine que ça va être assez évident. Mais voilà, c'est le prochain axe argumentatif. Bon, mais j'ai hâte de voir ça. Elle sort quand ? Semaine prochaine, probablement. Et alors, elle est particulière comme vidéo. Elle est courte. Oh, ouais, ça va changer les gens. Ça fait 1h30 qu'on parle. Ah oui, effectivement. Ah, on ne s'ennuie jamais quand on parle avec lui et quand on parle d'armes à feu, de toute façon. Bon. Écoute, en tout cas, j'espère que... Qu'est-ce qui va venir après que Polièvre, c'est lui, en gros. Ouais, c'est sûrement lui qui va sortir du chapeau là dans quelques mois. Quelle est sa position sur les armes à Polièvre ? Je n'en sais trop rien. Je sais qu'il veut en envoyer plein en Ukraine, qu'il veut filer tout notre pognon aux Ukrainiens pour qu'ils envoient des bombes aux Russes. Ouais. Ah ouais. Poilièvre, il a reproché à Trudeau de ne pas en faire assez pour l'Ukraine, tu vois. Après, sur les armes à feu en tant que telles au Canada, je ne sais pas trop si lui-même a des positions. Franchement, j'écoute pas ces gens-là. Donc, Tu connais Lauren Southern ? Ouais. Elle est plutôt pro-armes. Ouais, mais bon, elle n'est pas en politique, c'est une podcasteuse, donc ouais. elle ne fera pas élire et elle ne va pas faire pencher la balance. Non. Poilièvre, lui, j'en sais rien. Il y a Trudeau qui a établi un registre, justement, depuis quelques années, là, où tout le monde est obligé d'aller mettre son fusil de chasse, etc., dans ce machin-là. Je ne sais pas s'il envisage si Poilièvre envisage de renverser ce truc-là, j'en ai aucune idée. En tout cas, si jamais un jour les États-Unis envahissent le Canada, ils seront ravis d'avoir ce registre. Ah oui, ils vont être très très contents, mais en fait, je pense qu'il y a pas mal de gens aussi qui vont même pas vouloir s'en servir de leur fusil parce que
Bah, tant qu'à faire, si on peut économiser 25% de frais de douane, c'est pas plus mal que, Non, mais que la c'est-à-dire trompe soit sur le trône d'Ottawa. Moi, j'en ai rien à foutre, hein, personnellement. c'est les mecs qui me disent ouais, mais ouais, tu serais prêt à défendre la France. Et des moments, j'ai envie de Non. leur dire bah ça dépend contre qui en fait. Très Non, franchement. mais attends, Hein, tu vas pas mourir pour un gouvernement. non, non, ah non, non, mais attention, parce qu'il y a le gouvernement, il y a la situation dans laquelle tu te trouves. Ah Euh, oui, Très d'accord. franchement, oui, si Xi Jinping demain essaye d'envahir la France, ou l'Europe en général, ouais, je me bats contre lui parce que je préfère vivre sous la dictature de l'UE que sous la dictature de Xi. Tu vois. Je sais pas trop si ça changerait quelque chose, mais bon. Je Alors, pense que l'Europe est plus communiste que la Chine, hein. pour être allé en Chine récemment, si, ça change. Ah ouais, c'est terrible. Ok. Ah ouais, non, mais ça, attends, tu imagines que pour aller sur la place Tiananmen, d'accord, c'est l'équivalent de Times Square, etc. Pour y aller, il faut déjà s'enregistrer. Ah ouais, ok. Voilà. Ouais, comme aux Jeux Olympiques à Paris, quoi. Voilà, non mais c'est d'accord, mais là-bas, mais justement, tu vois ce côté orwellien des Jeux Olympiques de Paris, c'est la situation normale en Chine. En Chine, c'est la situation de partout. Donc ils sont, c'est vrai, je te parlais des stakhanovistes à malfaisance, tu me disais que tu voulais le réutiliser, j'espère que Ouais. tu ne te prives pas. Mais là, c'est du stakhanovisme orwellien. C'est incroyable. Plus. Ah ouais, mais donc, tu sais, il y a un moment où. Je sais bien qu'on est des esclaves, mais tu as l'esclave taxé à 50%, et puis tu as l'esclave qu'on jette dans la mine avec des fers aux pieds. Quoi. C'est clair. Donc il y a un moment. Voilà. Donc, oui. Bon, espérons que. Ça dépend contre qui. Ouais, espérons que ça n'arrive pas tout de suite alors, que tu aies le temps d'élever ton fils. Là, on commence à se demander. Expatriation en vue. Le problème, c'est que l'Europe, c'est dangereux. Quoi. Déjà l'euro va sombrer dans l'hyperinflation. Oui, mais le dollar, ça va pas tarder non plus, je pense. Donc, le dollar, la valeur de ces monnaies fiat, c'est une valeur qui est militaire, en fait. Contrairement à ce que personne dit, tu n'as pas confiance en l'économie, tu as confiance en l'économie et la capacité qu'a le gouvernement à imposer le fait d'utiliser cette monnaie. Or, le dollar a de la valeur parce que la flotte américaine permet d'imposer à tous les pays d'utiliser le dollar. Donc, c'est la valeur de la flotte militaire américaine, exactement. Le dollar. Et cette flotte militaire américaine, elle va continuer à avoir de la valeur. C'est un outil d'extorsion. Hein, le dollar, c'est par le dollar qu'on te force à payer le tribut. En fait. Tu finances les déficits des États-Unis. C'est le tribut à l'empire dominant. Donc, c'est comme ça qu'ils le font. Et la valeur en fait du dollar, elle est consubstantielle du pouvoir de coercition en fait des États-Unis. Ouais. Tant que ce pouvoir existe, le dollar aura une valeur. Qu'est-ce que c'est le pouvoir de coercition de l'Union européenne ? C'est Macron, il a dit qu'il enverrait des soldats au Groenland, il a dit. Donc, les mecs n'arrivent déjà pas à faire la justice dans les quartiers, donc ouais. L'euro va se casser la gueule comme une vieille merde largement avant le dollar. Oui, ça, je suis d'accord avec toi, mais je pense que même si les États-Unis ont une grosse armée, une grosse flotte, il y a des choses contre lesquelles ils ne pourront jamais aller, comme les forces économiques qui sont... Oui, mais on ne peut pas les violer, quoi. C'est comme la gravitation, tu ne peux rien faire contre. Exactement. Mais tu peux te permettre de... Oui, tu peux durer plus longtemps. Tu peux durer plus longtemps, tu peux faire des petits... donner des bouffées d'oxygène, comme l'avait fait un petit peu Reagan à l'économie, etc., pour lui permettre de ne pas se casser la gueule tout de suite. Mais à la fin, le problème, c'est que de toute façon, les dépenses ne baissent jamais. Hein. Et bien sur ces joyeuses paroles et sur cette perspective absolument rosissime, je te remercie, Mitch, pour cette conversation. Quand tu veux, Laurent, quand tu veux. Et puis, je te souhaite beaucoup de succès pour les temps qui arrivent, les projets que tu peux avoir avec l'ARPAC et tes projets personnels. Merci. Et puis, on ne manquera pas de se reparler si l'occasion se présente dans l'actualité ou en général.
Donc tout le monde adhérez à l'ARPAC, au moins essayez de vous renseigner sur ce qu'elle fait, et puis faites la promotion des armes, de la défense, et finalement de l'être humain entier, et pas simplement de sa portion congrue de mammifères flasques et serviles. Voilà. Je vais réécouter plusieurs de tes vidéos. Il y a de la bonne prose à choper là-dedans. Bon, d'accord. Je peux t'envoyer le texte aussi. Mais ça, c'était improvisé par contre. Donc, je t'embrasse, j'embrasse tout le monde, et puis paix, amour et armes à feu. Bye bye. Voilà. Ciao.